Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez sur Bismart en direct dès 11h chaque matin. Alors aujourd'hui on va démarrer avec de la Formule 1. On va parler voitures de course automobile et surtout des technologies qui sont embarquées dans la voiture, mais pas seulement aussi. C'est surtout sur la piste et en amont, comment on optimise la performance dans la F1. Ce sera le sujet de l'interview avec Eric Bazille de Dell, qui est le partenaire donc de cette écurie McLaren Racing, dont on va tout découvrir dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on est jeudi, c'est le grand débrief de l'actu tech. Alors les sujets qui m'ont fait réagir cette semaine, il y a en particulier l'introduction en bourse d'Universal Music, mais aussi les levées records dans la French Tech. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui m'intéresse, cette levée de Sorar et de Miracle. Et puis l'ONU qui appelle à un moratoire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Enfin, nous retrouvons notre rendez-vous mobile business pour les actus du secteur et on conclura par notre zoom quotidien sur une innovation. Et oui, après les voitures et les taxis, demain, ce seront peut-être les motos qui voleront. Mais d'abord, donc place à l'interview. Is phenomenal. Aerodynamics is one of the key areas which gives you the edge in Formula One. So using high-performance compute technology, we can run tens of thousands of simulations every single season, so we can understand the full flow of a field of air around the car and how a race might play out. Et voilà cette magnifique voiture, ce bolide qu'on vient de découvrir. Donc c'est la nouvelle McLaren, la 35M McLaren, qui vient de célébrer une magnifique victoire avec un doublé au Grand Prix d'Italie avec ses pilotes Ricciardo et Norris qui ont donc occupé les deux premières places du podium. Et ça après une période de disette quand même assez longue, plus de 10 ans. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est grâce à vous, Eric Bazille, donc qui travaillait pour Dell Technologies. Vous êtes le directeur technique, ambassadeur de l'innovation chez Dell. Néanmoins, on peut quand même remarquer que la F1 devient une vitrine technologique aussi pour ce secteur de l'informatique et c'est de ça dont vous allez nous parler. Racontez-nous déjà ce que vient faire un grand constructeur d'ordinateurs dans une écurie de F1. Eh bien, on va moderniser l'ensemble de la chaîne parce que tout se passe autour des données. Donc ça commence à la R&D, ça passe par les usines et ça va jusque sur la piste où on va même projeter des petits data centers sur le circuit. Donc on retrouve vos technos sur toute la chaîne de McLaren Racing, mais dites-nous plus précisément. Par exemple, là, quand vous dites même jusque sur la piste, vous projetez des data centers, c'est-à-dire? On va mettre toute une infrastructure informatique pour capturer les données au plus près. Je vais vous donner 3 chiffres pour illustrer ce que ça apporte l'informatique pour McLaren. Oui. Ces 3 chiffres, c'est 20, 2 et 1000. 20 parce que McLaren, aujourd'hui, ils usinent une pièce pour la voiture toutes les 20 minutes. Donc, toutes les 20 minutes, on change une pièce. Il y a 75 000 pièces dans une Formule 1 et 80% des pièces sont changées pendant la saison. Vous voyez le rythme. On est à un facteur à l'échelle vraiment très, très fort. 2, parce qu'avec cette technologie, ils sont capables de concevoir une voiture 2 fois plus vite qu'avant et 2 fois moins chère. Et 1000, c'est le nombre de simulations, et même plus de 1000, qu'ils font entre chaque Grand Prix, pour prendre les bonnes décisions, et même sur le Grand Prix. C'est pour ça qu'on a des équipements qui capturent l'information. Il y a plus de 300 capteurs sur la voiture. En une seconde, il y a plus de... Mais ce ne sont pas vos capteurs. Ce sont des capteurs de partenaires. Oui. Nous, on est un industriel pour les industriels. Donc on est capable de tout industrialiser, intégrer, faire des solutions qui sont à la fois les mêmes qu'on peut trouver dans un data center classique, et qu'on peut projeter justement au plus près dans des conditions un peu plus compliquées, parce que c'est pas, il y a de la poussière partout, il y a tout ça, et on va pouvoir s'intégrer avec des partenaires pour pouvoir capturer ces données. Donc c'est 100 000 points de données par seconde qui remontent, et qu'on va pouvoir faire cette simulation pour savoir est-ce qu'il faut s'arrêter, est-ce qu'il faut changer une roue. Donc, voilà, tout ça par rapport à la stratégie de course. Et donc ce data center, il est mobile en même temps Absolument, que oui. les voitures bien sûr, courent. Bien sûr. Tout, à chaque fois qu'il y a un changement de circuit, il y a ces data centers qui sont projetés sur la piste, avec tout l'équipement périphérique qui va avec, les écrans, les ingénieurs, plus évidemment tout l'historique qui est lui gardé en centrale, parce qu'on capture un certain nombre de données localement, mais aussi on a les données d'historique pour continuer à faire évoluer les modèles. Il y a 3 points principaux à traiter. On vous retrouve, vous dites aussi au centre, on vous retrouve à Woking en Angleterre? Bien sûr, bien sûr. Il y a trois choses qu'il faut retenir globalement. Il y a la donnée à traiter, la vitesse d'exécution et la complexité des modèles. Donc sur la donnée, c'est capturer la donnée, la stocker à l'échelle, sur des volumes de données qui sont de plus en plus grands,
La vitesse d'exécution, on est de plus en plus en temps réel. C'est pour ça qu'on se met au plus près de la donnée sur le circuit et aussi dans les usines. Donc la 5G va être aussi un facteur accélérateur. Et puis la partie complexité, c'est tout passe par des jumeaux numériques. Il faut qu'on puisse faire des simulations. Vous simulez quoi ? Ça commence par un jumeau numérique déjà de la voiture ? Alors ça commence par le moteur, après ça a été le châssis, les roues, jusqu'au pilote. D'accord. Donc comme ça, on est capable d'avoir tous les critères pour pouvoir, je dirais, faire les tests, changer les pièces, les adapter entre chaque Grand Prix. Ça représente combien, quel volume de données, tout ça, à traiter, à codifier c'est gigantesque. Si on prend une autre illustration, toujours dans le secteur de l'automobile, ce qu'on estime aussi au travers de la voiture autonome, on approche le zettabyte. Donc si vous voyez votre PC portable là, que vous avez sur vous, on va dire, allez, à l'échelle, vous mettez 1 Tera de données sur ce PC, ça ferait plus de 2 fois le tour de la Terre si on empilait des PC les uns derrière les autres. Donc ça a des challenges derrière tout ça. Il faut stocker ces données, les opérer en temps réel, et donc mettre la puissance de calcul qui va avec. Donc ça, on l'a aujourd'hui, mais ça évolue encore. On travaille sur des nouvelles technologies de processeurs. Donc vous avez connu les CPU, vous avez entendu parler des GPU. On commence à parler de TPU pour des nouveaux modèles de machine learning. Les TPU, alors je ne connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'acronyme de ? C'est pour des algorithmes de traitement de deep learning, donc d'intelligence artificielle. Et puis tout le monde parle du quantum computing. Donc il y a déjà des recherches aujourd'hui. Quantique. Absolument. Pour ce qui va s'appeler le QPU. Donc on anticipe tout ça, nous, en termes de R&D, pour pouvoir avoir la bonne techno. C'est la version Formule 1, finalement, de l'informatique qui se passe aujourd'hui dans le partenariat avec Bien sûr, parce que typiquement, c'est un tel enjeu. Pour nous, c'est un super laboratoire pour accélérer notre propre recherche et développement qui, après, s'appliquera dans d'autres domaines. Ça s'applique déjà. Donc, et pour les acteurs de la Formule 1, vous avez parlé beaucoup de vitesse d'exécution. Qu'est-ce qu'il y a comme promesse finalement dans l'ensemble de cette collecte de data ? Mais parce qu'en fait, si la première place, entre la première place et la dernière place sur un circuit de Formule 1, ça se joue à 4%. Et le top 5, ça se joue à 0,15%. Donc tout est dans le détail. Ah, mais c'est ce 0,5% parce que c'est pas le pilote. Mais vous entendez Ricardo, il a besoin de données, le pilote. Ouais. Et les ingénieurs ont besoin de données aussi pour prendre les bonnes décisions. Et là, quand on parle de tous ces facteurs, du nombre de données qu'on remonte, un humain n'a pas possible de pouvoir croiser toutes ces données en temps réel. C'est pas nouveau. Les algorithmes qu'on utilise, c'est des algorithmes de mathématiques scientifiques, de statistiques, etc. Le problème qu'on avait à l'époque, c'est qu'on n'avait pas les puissances de calcul pour pouvoir l'opérer, et la capacité de stockage pour pouvoir alimenter tout ça en temps réel. Là, aujourd'hui, on l'a. Et ce jumeau numérique, typiquement, ça vous permet de faire des simulations aussi en fonction de la météo, du terrain Absolument, et de la stratégie de course des autres écuries. Ah oui. Tout est pris en compte. Tout est pris en compte. Donc, c'est un challenge. Ce qu'on voit aussi, ces jumeaux numériques, c'est un gros apport dans l'industrie au global, parce que ça permet de faire beaucoup plus de simulations, et donc on va plus vite dans l'innovation. Et aussi, c'est plus vert. Ça peut paraître contre-intuitif. Alors là, oui, vous m'étonnez un petit peu quand même. Parce qu'en fait, on se dit ça consomme de l'énergie électrique, ce qui est vrai. Mais en fait, quand on regarde un cycle de développement industriel, si on fait des simulations avec des matières premières, c'est très coûteux en extraction. Alors que là, quand on a créé un jumeau numérique, et ça coûte de l'énergie, mais beaucoup moins. Et ce qu'on espère aussi, c'est avec des énergies de plus en plus... En même temps, ça incite à faire davantage de simulations. Je ne sais pas si le rapport est aussi simple que ce que vous présentez, mais... Le rapport, c'est... On parie aussi sur l'énergie verte. Plus il y aura d'énergie verte, plus ces alimentations de technologies numériques seront vertes de facto. Ce que Dell pousse aussi, c'est on a ce qu'on appelle Moonshot Goal, donc on vise la Lune. Donc Michael Dell donne des défis à l'entreprise. Le défi de 2030, c'est que... Quand vous dites vous visez la Lune, c'est au sens concret du terme ou c'est au sens imagé. Bon. On s'engage à ce que lorsqu'on livre un équipement chez nos clients d'ici 2030, ce soit dans le circuit court, donc en mode recyclé, donc on a un élément recyclé en face, donc bilan carbone neutre. Donc déjà ça, et après on parie aussi, on accompagne d'ailleurs ces recherches sur l'énergie propre. Ce qui fait que vous avez un bilan carbone neutre, une énergie propre, vous avez la capacité, via les technologies du digital, d'accélérer l'innovation et
en étant plus vert. Bon, j'ai peur qu'on ait un peu de mal à convaincre quand même sur Il faut se donner des sur ambitions. l'éco-responsabilité de la Formule 1 d'ailleurs dans son ensemble et de l'informatique aussi. Ça, on en débattra dans Smart Tech, évidemment. On continuera d'en débattre. Voilà. Après 3 ans de collaboration, donc j'imagine que le bilan est positif, mais surtout, vous avez ouvert des pistes, c'est-à-dire que ce que je disais, c'est une vitrine technologique aussi pour adresser d'autres marchés. On en reparlera aussi. Merci beaucoup, Eric Bazy. Donc, je rappelle que vous êtes directeur technique ambassadeur de l'innovation chez Dell Technologies. Merci d'être venu nous parler de F1. Allez, c'est l'heure de grand débrief de l'actu. Et voilà, après cette course magnifique de F1, on va prendre le temps de ralentir un peu sur l'actualité du numérique avec Mikim Chikli, PDG Europe, Afrique et Moyen-Orient de Weborama. Bonjour. Et Thomas Coudry, analyste financier chez Bryan Garnier & Co. Bonjour à tous les deux. Alors, dans mon viseur cette semaine, je disais, il y a évidemment les levées de fonds records de la French Tech. 1 demi-milliard d'euros pour Sorare avec ses cartes numériques à collectionner, en fait, du fantasy football qui arrive à être valorisé 4,3 milliards de dollars. Bon, ça vous étonne, non? Enfin, moi, ça m'étonne un peu quand même, je dois le dire. Qui veut démarrer? Allez, Thomas. Allez, je me lance. Déjà, saluons ces belles levées de fonds. On a suffisamment râlé sur l'incapacité ou les difficultés de la French Tech à se financer, le manque de licorne, etc. Donc là, on a successivement, en effet, quelques très belles levées de fonds. Et c'est positif. Je pense que le premier point, c'est de dire. Après, sur le sujet spécifiquement de Sorare, en effet, et de la valorisation, oui, on semble être sur des niveaux de valorisation quand même très très élevés. Je crois qu'ils visent une centaine de millions d'euros cette année de revenus. 4 milliards, 4 milliards 3, je crois, de valorisation. Sur cette vague très tendance, des NFT, des crypto-actifs. Donc c'est au-delà du fantasy football quand même, pour être tout à fait exact. Moi, je trouve qu'au-delà de la levée de fonds, je ne suis pas une spécialiste de la finance, qui est phénoménale, et on ne parle pas de la rentabilité, on a parlé du chiffre d'affaires, mais je ne sais pas quelle est la rentabilité. Ce que je trouve absolument incroyable, c'est le marketing qu'il y a autour de ce produit, qui utilise donc cette technologie NFT, donc de blockchain, qui est phénoménale et qui permet des nouvelles applications auxquelles nous n'aurions pas pensé, ne serait-ce qu'il y a un an. Avec la carte, je crois, du joueur qui s'est vendue à 245 000 euros, c'est absolument incroyable. Donc ils portent bien leur nom, puisqu'ils utilisent en fait la rareté des cartes pour faire monter ensuite les enchères, monter un buzz pas possible. Ils embarquent les joueurs de foot avec eux. Je trouve que le marketing est absolument phénoménal. Enfin, je suis plus une spécialiste du marketing. Alors en plus, c'est vrai que c'est le sport le plus populaire, magnifique, qui est capable de drainer énormément d'argent. Donc on peut dire finalement, sans doute que cette valo est justifiée, mais peut-être aussi qu'il s'agit d'une bulle quand même. Non, alors, Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle? Parce qu'on a aussi Miracle, cette semaine, Miracle, spécialiste français des marketplaces, 473 millions d'euros, donc levés là aussi cette semaine. Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle autour de la French Tech? Je sais pas, après, c'est très difficile aujourd'hui de dire on est objectivement sur des niveaux de valorisation, en effet, on le disait, très élevés. Après, vous le mentionniez, on est sur un secteur, celui du football, finalement, qui n'est que le début pour un Sorare. C'est-à-dire qu'ils mettent déjà en avant le fait qu'ils vont se développer sur énormément de sports. Voilà, et ils bénéficient aussi d'une hype, on va dire ça, autour des NFT qui va au-delà du sujet du sport, puisqu'on a vu aussi dans le domaine des œuvres d'art qui sont parties à plus de dizaines de millions d'euros sur la base de ces NFT. Donc, à la fois, c'est vrai qu'il y a objectivement un potentiel énorme devant eux, et puis il y a un momentum, on va dire comme ça, qui est favorable par rapport à ce type de développement digitaux qui sont vraiment des aspects technologiques très intéressants. Et sur Miracle Là, il n'y a pas de hype, je dirais. On est sur de la marketplace. Non, sur Miracle, il y a une vraie demande. Alors aussi, on va dire, tirée par la concurrence d'Amazon, mais il y a une vraie demande pour l'ensemble des distributeurs de se développer, d'aller au-delà de leur propre site e-commerce pour aller développer des marketplaces. Et donc, il y a pour ce type de technologie, de service, un vrai engouement, pour le coup objectif sur le marché. Est-ce que vous pensez que ça veut dire que demain, on pourrait avoir des marques fortes dans le numérique? Parce qu'en fait, c'est quand même une décorrélation, je trouve, totale entre cette fête qu'on a à chaque fois qu'on voit arriver une nouvelle licorne française, une énorme levée de fonds, à chaque fois, c'est des records qui sont battus.
mais toujours pas finalement de grandes marques puissantes qui s'imposent mondialement. Non, je pense qu'on va avoir des marques fortes. On en a déjà des marques fortes. Évidemment, on parle de nos amis les GAFA toute la journée, mais on a des marques très très fortes et sur tous les sujets en fait pour le coup de crypto et de NFT, la France est très 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 en avance. Ledger, pour pas les citer, ils sont absolument incroyables. Donc on a des belles marques. Et en termes d'investisseurs, le profil des investisseurs sur ces entreprises, vous avez regardé qui on retrouve derrière Est-ce qu'il y a des surprises ? Des surprises, pas forcément. C'est des investisseurs nécessairement sur ce type de levée de fonds aux poches profondes. Non, si on veut. Alors, je me satisfaisais en introduction du fait qu'on ait ces belles entreprises de la French Tech qui se développent, qui lèvent beaucoup de fonds. Si on veut nuancer un petit peu, on voit que les investisseurs qui tirent ces levées de fonds sont des investisseurs américains ou en tout cas non européens, étrangers. On a SoftBank pour Sorare, on a Silver Lake, je crois, sur Miracle. Bon, voilà. Pour nuancer un petit peu le propos. Et ça crée un risque, ça, en fait, d'être désemparé, en fait, de se retrouver finalement à perdre nos talents, nos pépites ? Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le jeu de la mondialisation du flux monétaire qui est un peu partout. Je ne sais pas si on parlera de Universal, mais Tencent en détient 20%. Oui. Voilà, c'est le jeu. Hein. Les marchés sont fluides. Hein. Nous, on ne peut plus circuler, mais les marchés sont fluides. Bon, avant d'enchaîner sur Universal, on va parler donc d'un sujet plus de société. Hein. C'est l'ONU qui appelle à un moratoire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Selon l'Organisation des Nations Unies, ces systèmes de reconnaissance faciale, en l'occurrence, dans les espaces publics, représentent un risque très sérieux pour les droits de l'homme. On a une déclaration de Michelle Bachelet, qui est donc la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui nous dit « Les technologies d'IA peuvent avoir des effets négatifs, voire catastrophiques, s'ils sont utilisés sans prendre en compte suffisamment la matière dont ils affectent les droits humains. » Voilà, donc danger sur la vie privée, la liberté de circulation, même la liberté d'expression. Donc l'ONU dit moratoire. Qu'en pensez-vous ? Quelle réaction vous avez eue quand vous avez découvert cela ? Bravo. Je pense qu'il y a un réel danger et qu'il faut faire attention. Ça me fait penser, si on fait un petit parallèle avec l'uranium enrichi, où on peut faire des trucs absolument phénoménaux et on peut aussi fabriquer la bombe atomique. Donc il faut faire très attention, et quand on touche à la protection de la vie privée et des données privées, gros warning. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un cas de collaborateurs Amazon. Alors, ils ne sont pas vraiment collaborateurs parce que ce sont des livreurs. Enfin, toujours est-il qu'ils sont à 100% dédiés à Amazon, aux États-Unis et au Canada, qui, avec l'IA, l'intelligence artificielle, sont traqués de bout à bout et sont renvoyés par la machine s'ils ne font pas correctement leur boulot, c'est-à-dire s'ils ne sont pas ratés à nouveau par des consommateurs, mais la machine derrière qui fait l'algorithme, parce qu'ils sont arrivés quelques minutes en retard, parce qu'en fait il y avait une crevaison de pneus, parce que je ne sais quoi. Donc il faut remettre de l'humain dans cette machine. C'est impossible de juste laisser le monde robotisé prendre la main sur tout. Après, pour avoir des études vraiment sur l'impact sur la vie privée, il faut pouvoir l'expérimenter. Oui, moi j'avais une réaction un petit peu différente de la vôtre, même si je suis d'accord fondamentalement avec ce que vous dites. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, la première réflexion que je me suis faite, c'est que la haute autorité au commissariat aux droits de l'homme de l'ONU n'est pas dans son rôle, en fait, quand elle dit ça, dans la mesure où j'ai le sentiment qu'elle mélange des considérations techniques, technologiques, avec des considérations politiques. D'ailleurs, quand on voit un peu la critique qu'elle fait, il y a une double critique, parce qu'à la fois, elle dit les éléments d'intelligence artificielle ne sont pas fiables, donc quelquefois on reconnaît à tort l'image d'une personne. Oui, il y a des cas erreurs judiciaires qui peuvent être commises. Et puis ensuite, elle parle en effet de l'utilisation. Et je pense qu'il faut bien distinguer les deux sujets. La fiabilité, elle devrait s'accroître avec le temps. Et le cœur du sujet, qui est un sujet politique avant d'être un sujet technologique, c'est comment on utilise ces technologies-là. Et donc, je pense que là, il y a un petit mélange. Et le problème, fondamentalement, que je trouve à ce type de déclaration, c'est que, alors, d'une part, il y a deux risques pour moi. Il y a un risque, d'une part, à alimenter une forme de défiance aujourd'hui par rapport au progrès, par rapport à la science, par rapport à la technique, etc., qu'on a bien vu avec la 5G, avec tout un tas de sujets. Et ça, c'est un problème. Et puis, il y a le risque, éventuellement, si elle avait gain de cause, d'une certaine façon, à freiner le développement technologique. Comme vous le disiez avec l'uranium, la technologie, c'est son utilisation, fondamentalement, qui va être... Et évidemment qu'il y a des utilisations qui sont
qui font peur, qui font froid dans le dos de l'IA et ça, de la data aujourd'hui. c'est toute la vertu quand même de l'expérimentation. Travailler sur la technologie permet aussi d'en apprécier les usages et les conséquences. Bon. Allez, on enchaîne avec l'introduction en bourse de la filiale de Vivendi, c'est-à-dire Universal Music, major de l'industrie, joyau de Vivendi, dont Vincent Bolloré est le premier actionnaire. Et donc là, entrée en bourse plutôt réussie, non ? En tout cas, saluée. Très, très réussi, je pense qu'on peut le dire là sans aucune nuance. Et alors, comment vous expliquez ça ? Moi, si je regarde parce que un petit peu en arrière, je dis major de la musique, joyau de Vivendi. Non, enfin, on est quand même à une période où aujourd'hui ce sont plutôt les grosses plateformes numériques qui cartonnent dans la musique que les majors du disque qui semblent être un peu à courir derrière. C'est ça la beauté. fait. C'est grâce à ces plateformes numériques qu'on en est là aujourd'hui. Parce que si on recule, ça a été quand même les montagnes russes pour l'industrie musicale. Ouais, ça a été compliqué. Ils se sont mis tout debout contre le digital. Hein. Aujourd'hui, cette introduction en bourse est peut-être réussie parce que, il y a les plateformes qui diffusent des fonds de catalogue en permanence. Vous payez 9 € et des bananes par mois et vous écoutez le fonds de catalogue des Rolling Stones que vous écoutiez plus. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a un usage, en fait, qui s'est développé. De deux, les marges. Mais c'est tout bénef. On presse plus de disques, on stocke plus rien. Tout est numérisé. Donc, les marges sont phénoménales. Donc, en fait, merci à ces plateformes. Aujourd'hui, je pense que vous voulez dire qu'en fait, ils récoltent, je leur dirais merci. Les majors récoltent les fruits qu'elles n'ont pas semés. J'ai l'impression. De ce qu'elles n'ont pas semé. Non ? Alors, de ce qu'elles n'ont pas semé, je sais pas ce qu'elles n'ont pas semé. En tout cas, c'est l'essor de ces plateformes de streaming qui ont permis de faire sortir la musique de l'ornière où elle se trouvait, avec le piratage notamment. Il faut se souvenir que le piratage était un des gros sujets qui a fait mal à l'industrie de la musique dans les années 2000. On se souvient tous avec ces MP3, etc. Voilà, bon. Parce que l'industrie verrouillait aussi. Il y avait le format physique. Il y avait quand même cette volonté de freiner cette... Au début, la techno a été une forme de menace finalement pour cette industrie très legacy qui visait encore sur le vie. Et puis la techno en est devenue le sauveur grâce aux plateformes de streaming, en effet, qui proposent une très bonne valeur pour le client et donc qui explose, qui continue d'exploser avec énormément de potentiel, donc de croissance, des très bonnes rentabilités. Vous l'avez souligné, Anne a ajouté, quand on regarde dans le temps la rentabilité de Vivendi, de UMG en particulier, elle n'a cessé d'augmenter, tirée par des effets de levier très, très, très forts sur le business d'UMG. Donc là, c'est vrai que les perspectives, et d'ailleurs les objectifs de la société font saliver les investisseurs. Après, il n'y a pas énormément non plus de façon, de point de vue d'un investisseur boursier, d'aller jouer la musique numérique. En effet, il y a Spotify, il y a Time Warner, et puis il y a Vivendi. Et alors aussi, si on s'intéresse aux investisseurs, on retrouve Tencent, le chinois, derrière. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Tencent, le chinois, lui, il n'a pas de problématique de droit. Moi, j'ai vécu 10 ans en Chine, comme vous le savez. Quand on écoutait QQ Music, on pouvait écouter tout le catalogue et c'était absolument gratuit. Donc, si Tencent commence à investir et à se dire que, tiens, il y a un intérêt, qu'il faut respecter les droits des auteurs, etc., pourquoi pas ? C'est positif. Enfin, moi, je pense que l'intérêt de Tencent, il est financier, c'était du cash. L'intérêt de Vincent Bolloré, il est financier, c'est du cash. Il a un plan d'action derrière de créer un énorme groupe média. Il fallait se débarrasser au mieux, et il l'a fait brillamment, de la petite pépite dans laquelle il avait investi. C'est ça le sujet. Et il en garde une part, je crois, 10%, c'est ça ? Il en garde 10% aujourd'hui, encore 10% du MG détenu par Vivendi. C'est du cash. Autre chose sur ce sujet ou j'enchaîne ? On enchaîne avec le français OVH Cloud qui prépare lui aussi son introduction en bourse. Donc OVH Cloud, premier fournisseur européen de services dématérialisés, on va dire, dans le cloud, qui a repris sa communication là sur le lancement de son projet d'introduction en bourse avec l'approbation de son document d'enregistrement par l'autorité des marchés financiers. Comment vous voyez les choses se profiler pour OVH Cloud ? Plutôt bien. Disons que, alors ils ont eu en effet cet incident avec l'incendie de leur data center de Strasbourg. Bon, ça maintenant est un petit peu derrière eux. Non, ça fait partie aussi alors de très belles aventures entrepreneuriales pour le coup. Octave Klaba,
on va dire, un objet un petit peu rare en Europe aujourd'hui, ce qui va certainement faire une partie de leur valeur aussi sur les marchés. Et c'est une société qui a délivré de beaux niveaux de croissance, qui est positionnée sur des marchés globalement aussi attractifs. Donc je pense, ils ont fait une présentation aux investisseurs en début de semaine. Donc ils espèrent lever 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Bon, moi je pense sur le lever 400 millions de dollars, je pense qu'ils arriveront à le faire. Je vois pas de problème. Ils sont. Après le sujet, un peu comme on évoquait tout à l'heure sur Sorare Road, ça va être sur quelle base de valorisation. Je pense que le sujet clé pour OVH, combien ils vont être valorisés, avec une croissance qui était très forte, puis qui a eu tendance à ralentir autour de 10-12% ces dernières années, mais qu'ils ont pour objectif de réaccélérer au-dessus de 20%. Donc voilà, on voit qu'ils ont des ambitions très fortes. Donc la question, ça va être dans quelle mesure le marché des investisseurs va acheter ces ambitions et donc payer un prix élevé. En fait, ça veut dire qu'il faut croire à la possibilité qu'OVH Cloud devienne un vrai rival au même niveau qu'un Google, Amazon, Microsoft. Oui, tout à fait, ou même que les Chinois allient. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il faut soutenir cette initiative. Le cloud a un bel avenir. C'est une entreprise, alors Sorare, c'est vraiment chouette. C'est une petite pépite, c'est une petite perle. Enfin, OVH, c'est déjà une grosse boîte structurée qui fait de la croissance. Alors, je ne suis pas financière encore une fois, mais 10-12%, c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut voir où il y a de la croissance quand même. 10-12%, c'est bien. Et il y a de la rentabilité, c'est géré. Je salue ce genre d'initiative, je trouve que c'est bien. Ce qui serait bien, c'est que toutes nos belles entreprises françaises, au lieu de confier leurs data sur des clouds étrangers, le confient à une belle licorne française. C'est ça le message qu'il faudrait qu'on fasse passer. Un magnifique signal aussi avant l'introduction en bourse. Ça serait joli. C'est un beau carnet de commandes au niveau européen. C'est un pari risqué quand on lance comme ça son introduction en bourse. C'est un pari qui a été quand même mûrement réfléchi en amont. Après, je ne dis pas que ça va arriver. On n'est jamais à l'abri, quand on lance une IPO, d'un retournement des marchés. Et si demain, les marchés perdent 10-20%, comme certains des plus pessimistes imaginent, évidemment que ça compliquera une IPO. Mais ça, on va dire, c'est des sujets macro qui sont indépendants de la qualité intrinsèque de la société. Et non, je pense que le projet a été mûrement réfléchi. Les actifs de la société, on l'évoquait, sont forts. C'est un cas, c'est un peu un oiseau rare en Europe sur les marchés avec des vrais intérêts vis-à-vis de ça. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et avec quand même une direction qui est hyper incarnée, donc par Octave Klaba, on l'a signalé, mais c'est la famille Klaba, en fait, qui a précisé aussi qu'elle voulait conserver une large majorité du capital. Est-ce que ça, c'est un atout ou pas quand on lance son IPO ? Moi, je trouve que c'est un atout. C'est un atout de solidité, d'engagement. On ne s'inscrit pas dans quelque chose qui est du vent, on s'inscrit dans quelque chose qui est solide. Alors peut-être que je suis trop protectionniste, mais je trouve que c'est un vrai atout. Pas du tout, je suis complètement d'accord avec vous. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on dirait si à l'occasion d'une introduction en bourse, le fondateur en profitait pour sortir du capital ? Je pense que ça, ce serait un très mauvais signal. Surtout en France. Imagine quelqu'un qui s'enrichit. C'est un autre sujet, en effet. On avait aussi dans l'actu les sites Shopify qui ont attiré plus de trafic en ligne que celui d'Amazon pour la première fois au dernier trimestre 2020. Ça veut dire qu'on est en train de voir une bascule s'opérer selon vous ? On est clairement sur un trend e-commerce, une tendance e-commerce forte, même si l'été a été un peu en demi-teinte en termes d'audience et en termes de revenus publicitaires. Par exemple, les soldes n'ont pas été bien suivis. Mais oui, ça, c'est l'effet vacances, assez classique, non ? Mais plus que les années précédentes, c'est ça ? Oui. D'accord. Peut-être qu'il y a eu un trop-plein à un moment où tout le monde était confiné et derrière les écrans. Voilà, un peu de nature. Mais oui, c'est une grosse tendance de fond. On parlait avec les marketplaces. Ça conforte le modèle de Miracle, finalement, Exactement. qui se passe pour Shopify. Exactement. Mais c'est aussi ce que fait Walmart aux États-Unis, où ils font en fait une grosse marketplace, où ils vont regrouper tous les retailers. Et Walmart, un peu comme l'industrie de la musique, ils ont résisté pendant très, 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 très longtemps, en disant non, les consommateurs vont dans les magasins physiques.
Voilà, ça y est, ça a explosé, les barrières ont sauté. Et puis, il y a cette communication, en fait, achat en ligne, préparation de l'achat hors ligne, et l'inverse aussi qui se font. Il y a des initiatives, je ne sais pas si vous avez vu, Rémois, ils créent des boutiques. Ce sont des boutiques vitrines, mais qu'est-ce que c'est encombrant d'acheter une valise et de se trimballer la valise toute la journée. Donc le delivery, la livraison se fait à domicile. Et donc on a ce service-là. Les marques sont vraiment en train de se positionner sur ces sujets de mixité, de achat en ligne, réachat dans les magasins physiques. Oui, on a une vraie transformation numérique de l'ensemble du commerce, mais donc tout le monde ne va pas se réfugier chez Amazon, quoi. Il y a pas mal de... il y a une tendance de réfractaires à Amazon. Alors peut-être que c'est que français, mais il y a une tendance à se dire il faut qu'on s'organise autrement, et il y a d'autres solutions qui peuvent exister. Là, c'est plus que français. Hein, oui, bien sûr. C'est vraiment mondial. Tout à fait. Une tendance visiblement de fond. Et puis le Covid, je pense, a été un accélérateur de ces tendances-là vis-à-vis de l'e-commerce et autres. Même ceux qui ne franchissaient pas le cap avant l'ont désormais franchi. Merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires sur l'actualité. Mikim Chikli, PDG Europe, Afrique, Moyen-Orient de Weborama, et Thomas Coudry, analyste financier chez Bryan Garnier & Co. À suivre dans Smart Tech. Alors d'abord une petite pause, et puis après c'est rendez-vous Mobile Business. Vous êtes bien sûr Bismart, vous regardez Smart Tech dès 11h en direct chaque matin. C'est votre quotidienne dédiée au monde du numérique et à la réflexion sur la nouvelle société numérique, surtout dans laquelle nous vivons. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte de ce qui pourrait devenir la première moto volante commercialisée auprès du grand public. Et oui, mais d'abord, on a rendez-vous avec Mobile Business. C'est un rendez-vous donc sur le secteur de la téléphonie mobile qui est assuré par Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Alors, vous, ce qui vous travaille en ce moment, c'est le mobile. Aurait-il raté son rendez-vous avec le web ? Effectivement, on peut se poser la question parce que nous avons très discrètement célébré cet été les 30 ans du World Wide Web. C'est en effet le 6 août 1991 qu'un certain Tim Berners-Lee, dont vous parlez régulièrement, alors ingénieur informaticien au sein du CERN, le Centre européen de recherche nucléaire à la frontière franco-suisse, va dévoiler un ensemble de technologies comme le HTTP, le HTML, mais également les premiers serveurs et navigateurs web. Et toutes ces technologies open source, encadrées par le World Wide Web Consortium, que va aussi créé Tim Berners-Lee, vont permettre de créer une toile de documents avec des fameux liens hypertextes, une toile qu'on va donc baptiser le World Wide Web, et qui va se déployer tout au long des années 90 en créant d'innombrables startups. On peut citer Netscape, Yahoo ou bien évidemment Google. Et donc une toile pas forcément au départ optimisée pour le mobile. Et non, dans les années 90, le mobile est encore balbutiant et le World Wide Web s'adresse en premier lieu aux ordinateurs. La première machine connectée au web, c'est une machine Nextstep. Vous savez, cette marque d'ordinateur créée par Steve Jobs lorsqu'il s'était fait virer d'Apple. Et il faudra attendre 1993 pour que les premiers ordinateurs, les PC, les Mac, puissent se connecter au web grâce au navigateur Mosaic. Mais à l'époque, les navigateurs sont trop gourmands pour les premiers smartphones. Et des acteurs de l'industrie de la téléphonie vont avoir l'idée de créer donc un web optimisé pour les mobiles. Ça va être par exemple le iMode au Japon ou le WAP en Europe, aux États-Unis, avec des pages extrêmement compactes, extrêmement légères, qui en général ne dépassent pas les 10 kilooctets. Mais le W3C de Tim Berners-Lee n'est pas content de ces initiatives qui contribuent à fragmenter le web entre différentes technologies incompatibles entre elles. Oui, puis de toute façon, le succès est pour le moins mitigé. Alors, le e-mode rencontre quand même un certain succès au Japon. Au Japon, oui. C'est ça, grâce au dynamisme de l'opérateur local, NTT Docomo, qui va réussir à créer un cercle vertueux. Mais effectivement, le WAP, on ne va pas se mentir, a été un échec technologique et commercial en Occident, avec clairement un business model qui était à l'époque inadapté. Donc, pendant les années 2000, le web peine à trouver sa place sur les mobiles et on va dire la rupture va arriver avec le lancement de l'iPhone en 2007, où Steve Jobs proclame la fin du baby Internet, c'est comme ça qu'il appelle le WAP, en expliquant que l'iPhone est suffisamment puissant, son navigateur Safari est suffisamment puissant pour afficher de véritables pages web. Et les années qui vont suivre sont celles du web qu'on va appeler responsive design, avec en gros une même page théoriquement qui va s'afficher sur ordinateur et sur mobile, et aussi avec le W3C qui va enfin proclamer la réunification avec un standard unique, le HTML5.
Et alors pourquoi vous parlez de rendez-vous manqué ? Parce que dès 2016, le mobile impose la création de nouveaux standards. Très soucieux de l'expérience utilisateur, Google va par exemple lancer AMP, l'Accelerated Mobile Pages, qui est un format web open source mais qui n'est pas validé par le W3C. Google va aussi lancer les Progressive Web Apps, qui sont des sites web qui vont se télécharger partiellement sur le navigateur du smartphone, également pour procurer une meilleure expérience utilisateur. Et donc des innovations qui vont se traduire à nouveau pour les développeurs entre une version optimisée ordinateur, une version optimisée mobile, une sorte de Web 2.0. Et donc des sites mobiles qui séduisent quand même les consommateurs. Alors, l'audience va effectivement globalement basculer aujourd'hui sur les téléphones mobiles, mais l'environnement web ne séduit plus forcément les nouvelles générations. Il y a eu plusieurs études réalisées par Appenny, Fleury ou encore Médiamétrie qui nous expliquent qu'aujourd'hui, 90% du temps passé sur un smartphone se fait au sein des applications. À peine 10% en fait se fait sur un navigateur web. Et donc, on peut dire que 30 ans, effectivement, après sa création, même si le web est toujours très présent sur ordinateur, il a clairement raté son rendez-vous avec le mobile. Et ce concept décentralisé, libre, voire libertaire, pourrait peut-être un jour disparaître au profit d'un monde numérique principalement basé sur des applications qui sont elles-mêmes sous le contrôle des géants chinois ou américains du numérique. Bon, merci pour cette analyse. On va enchaîner avec les autres news du secteur mobile. On va commencer avec WhatsApp qui pourrait concurrencer nos vénérables pages jaunes. Exactement. Après Google avec Maps ou Apple avec Plans, c'est effectivement au tour de Facebook de s'intéresser à ce business, des annuaires locaux et ce qu'on appelle les pages jaunes. Will Cathcart, qui dirige l'application WhatsApp au sein du groupe Facebook, a annoncé cette semaine le lancement d'une expérimentation à Sao Paulo, la capitale économique du Brésil, et qui va permettre donc aux utilisateurs de WhatsApp de découvrir les commerces situés autour d'eux. C'est une initiative qui, en cas de succès, pourrait s'étendre demain à tout le Brésil, à d'autres pays aussi, comme l'Inde, l'Indonésie. Et on comprend que l'ambition, évidemment, c'est de connecter les 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels de WhatsApp avec les millions de commerces de proximité. Une initiative qui s'inscrit avec WhatsApp Business, la publicité, le commerce électronique, le paiement, dans un vaste programme de monétisation et d'accélération de monétisation de l'application. On parle aussi business avec Blablacar qui se lance sur le marché de l'assurance. Effectivement, Blablacar, on les connaît pour leur application de covoiturage, mais ils se diversifient également avec des services destinés aux automobilistes et un service d'assurance qui a été conçu avec le groupe L'Olivier. Alors, l'originalité de cette assurance, c'est qu'elle est couplée à une application qui s'appelle le Coach et qui va être téléchargée sur le smartphone de l'automobiliste et qui va analyser un petit peu sa façon de conduire, ses trajectoires, ses accélérations et ses freinages et en déduire sans doute un profil de conducteur. Et, Coach, c'est un mot gentil, je trouve. C'est un mot gentil. Sa première mission, c'est de rendre la conduite plus économe, plus responsable. Et effectivement, elle a pour ambition de récompenser les automobilistes les plus vertueux en baissant un peu leur prime d'assurance. Si à l'inverse, vous confondez conduite et pilotage, on vous invite à ne peut-être pas télécharger cette application. Ou alors à partir sur un circuit, comme on en a parlé en début de l'émission. Sans doute. Ok, on termine avec les mauvais chiffres de la publicité mobile qui sont liés à la nouvelle politique d'Apple. Oui, il y a quelques semaines, on avait parlé d'ATT, le nouveau système mis en place par Apple sur les applications. Et Remerge, qui est une plateforme publicitaire, a dévoilé de nouveaux chiffres sur le déploiement un peu de ce système et qui montre en gros que l'encadrement du suivi publicitaire individuel a un impact très négatif sur le marché. Alors selon Remerge, aujourd'hui, 77% des utilisateurs d'iPhone ont basculé et ont mis à jour leur OS sur iOS 14.5 et du coup l'inventaire permettant un ciblage publicitaire individuel a chuté, il était de 80% au mois de mai, il est aujourd'hui à peu près de 58% au niveau mondial, donc grosse baisse de l'inventaire adressable et les inventaires ne permettant pas le ciblage individuel ont vu leur prix, leur fameux CPM, chuter de 60%, donc c'est colossal pour les publishers. En France, mais c'est attendu. C'était redouté, on va dire. En France, la chute des prix est même évaluée à 62%, mais elle ne concerne pour le moment que 33% des inventaires publicitaires. Les Français seraient apparemment plus enclins à autoriser le suivi individuel, mais c'est quand même une situation préoccupante pour de nombreux éditeurs qui avaient fait le pari de l'écosystème Apple et d'investir dans une application pour iPhone. Merci Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, pour votre chronique Mobile Business dans Smart Tech à suivre. Et demain, si on achetait une moto volante.
Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Donc, après les voitures, les taxis, c'est aux motards que s'adresse cette innovation. Oui, vous l'avez certainement vu, Delphine, vous n'avez pas pu passer à côté. Ces derniers jours, tout le monde parle d'une voiture volante bientôt commercialisée. Mais cette moto volante, attention, précisément. Oui, on parle tout le temps des voitures, mais non. Et là, on parle d'une moto. Mais en fait, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. En 2019, déjà, la société Jetpack Aviation annonçait l'ouverture en précommande de cet engin futuriste. Et puis depuis, silence radio. Jusqu'à ce que, cet été, la société vienne titiller les médias du monde entier en dévoilant les images du test du prototype de ce robot. C'est ce que, de cette moto volante, c'est ce que vous voyez à l'image. Alors, on peut observer la moto uniquement équipée de son châssis et de sa motorisation qui est en train d'effectuer un survol. Et puis, l'engin, il n'y a pas de pilote dessus, il est piloté automatiquement à distance pour l'occasion. Mais il vole bel et bien. Et ça, c'est une réussite suffisante pour lancer à nouveau, cette fois, a priori pour de bon, les précommandes pour la commercialisation. On a du mal à voir on a du mal la à moto imaginer, dans les images. mais il y a le châssis de protection, il ne faudrait pas... Ça, c'est dommage. Il ne faudrait pas gâcher cette première technologie. Mais on voit que ça marche, on voit que c'est crédible. Et donc, les précommandes sont relancées pour le grand public. Il y en a un pour l'usage civil et un pour l'usage militaire. C'est pour l'usage civil que les précommandes sont lancées, le Recreational Speeder. Alors, vous ne rouillez pas tout de suite sur les commandes, oui. Delphine, si ça vous tente. Ce ne sera pas avant 2023 la livraison. Si il y a livraison, encore une fois, on peut émettre un doute sur la véracité, en tout cas sur... Est-ce qu'un jour, on va arriver à avoir une commercialisation de ce prototype ? Bon, moi, j'ai quand même une question. À quel prix on pourra s'acheter cette moto futuriste ? C'est 320 000 €, a priori, oui, pour l'instant. Donc, c'est le prix d'une maison ou alors d'une chambre de bonne à Paris. Okay, on va plutôt s'intéresser à la techno qu'il y a dedans. On peut s'intéresser à la techno. Ça reprend évidemment le fonctionnement d'un avion à décollage et atterrissage vertical. Pour élever cette moto, il n'y aura pas d'hélice comme sur les prototypes qu'on a pu voir jusqu'à présent d'engins volants, mais il y aura 4 propulseurs. Alors, dans ce domaine, la société est assez crédible, puisqu'elle développe depuis plusieurs années le jetpack. Vous savez, c'est cette technologie qui fait voler les hommes avec une structure, un sac à dos qu'on accroche sur le dos et ça permet de voler. Donc, il y a un vrai savoir-faire qui est utilisé pour cette nouvelle technologie. Pour la stabilisation, il y a un nouveau logiciel qui sera créé spécialement pour l'occasion. Et puis, il y aura un mode autonome aussi, surtout pour rassurer en fait les utilisateurs qui, a priori, ne sont pas sûrs de pouvoir voler sur cette moto parce que il n'y aura pas besoin de licence de vol pour pouvoir l'utiliser. Mais voilà, si on n'est pas sûr d'être très à l'aise, on pourra utiliser. Est-ce qu'il faut avoir son permis moto pour voler dessus? Je ne sais pas. C'est pas précisé. À quelle vitesse on pourra rouler, voler? Alors 96 km/h. Mais pendant seulement 15 minutes. C'est pas énorme. C'est une vitesse, a priori, à vol d'oiseau. Quand on dit toujours à vol d'oiseau pour se rendre dans un endroit, ce sera assez pratique, mais ça ne durera que 15 minutes. Pour la version militaire, ça va plus vite. 240 km/h. Mais là encore, l'autonomie n'est pas énorme, entre 10 et 22 minutes, a priori. Par contre, pour celui-là, pour la version militaire, il faudra bel et bien avoir une licence de vol. C'est très important de le préciser. Et se posera, la question aussi du droit de voler d'un tel engin au-dessus de nos têtes. Merci beaucoup Cécilia Sévry pour ce Zoom quotidien sur l'innovation. C'était Smartech. Merci à tous de nous suivre à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain pour la grande interview. Vous verrez, on va rentrer dans les entrailles d'Internet et aussi pour le grand rendez-vous dans l'espace.